J'appelle à la tribune pour cette troisième séquence Fabrice Gzil, je ne le présente plus. Il a écrit en 2014 un ouvrage remarqué intitulé La maladie du temps, qui pointait la singularité de la maladie d'Alzheimer dans ses temporalités croisées. Aujourd'hui, il nous livre ses réflexions pour une phénoménologie des maladies neurologiques évolutives. Fabrice, la parole est à toi. Un grand merci. La philosophie, ce sont Socrate et Aristote eux-mêmes qui nous l'enseignent, commence presque toujours par l'étonnement. L'étonnement dont je voudrais partir ce matin, c'est l'étonnement qui a peut-être été le vôtre lorsque vous avez découvert le programme de cette université d'automne et surtout son titre, Le temps, le corps, les émotions. Ce titre peut susciter l'étonnement car il est paradoxal, il est même doublement paradoxal. Paradoxal d'abord parce qu'en première analyse, les maladies neuroévolutives, Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, la maladie à corps de Lévy, ces maladies ne paraissent pas du tout être des maladies du temps, du corps et des émotions. Au premier abord, et singulièrement dans ce qu'on pourrait appeler l'approche biomédicale de ces maladies, ce ne sont pas des maladies du corps, ce sont des maladies du cerveau, c'est-à-dire d'un organe très particulier qui est le siège de notre pensée, voire de notre identité. Ce ne sont pas non plus des maladies du temps, mais des maladies de l'espace, dont les signes et les symptômes dépendent de la localisation des lésions dans le cerveau. Ce ne sont pas non plus en apparence des maladies qui ont prioritairement un impact sur les émotions, elles ont surtout un impact sur la motricité, la sensorialité et la cognition. Paradoxal aussi parce que, comme l'a montré la sociologue Laetitia Gatchar-Ibert, quand ces maladies sont devenues des objets pour l'action publique, elles ont été construites comme n'étant précisément pas des maladies du temps, du corps et des émotions. C'est particulièrement vrai pour Alzheimer. On a dit au moment où on a construit les premières politiques publiques, Alzheimer n'est pas une maladie du temps. Ce n'est pas un simple effet du vieillissement ou de l'avancée en âge. On l'a construite par opposition au vieillissement en disant c'est bien une maladie. Deuxièmement, on a souligné à ce moment-là que la maladie d'Alzheimer n'était pas une maladie des émotions, que ce n'était pas une maladie psychiatrique, que c'était une maladie neurologique, une maladie du cerveau. Troisièmement, on a bien distingué à ce moment-là Alzheimer de maladie du corps, de handicap. On disait à l'époque que l'enjeu n'était pas d'apprendre à vivre avec ces maladies, mais qu'il fallait viser à les guérir ou à les prévenir. Pour toutes ces raisons, il est paradoxal, il est surprenant, ça peut susciter l'étonnement de rapprocher, comme nous l'avons fait, les maladies neuroévolutives d'un côté et le temps, le corps et les émotions de l'autre. Pourquoi est-ce que malgré tout nous avons choisi ce titre et nous avons choisi de mettre à l'honneur ces trois notions ? Parce que nous croyons que, contrairement aux apparences, le temps, le corps, les émotions sont omniprésents dans les maladies neurologiques évolutives et qu'ils gagneraient à être beaucoup plus présents dans l'approche éthique de ces maladies. Autrement dit, contrairement à ce que pourraient laisser penser certaines approches de ces maladies, ce sont à l'évidence des maladies du temps, du corps et des émotions. Ces dimensions, ces trois dimensions, elles jouent un rôle majeur dans les maladies neuroévolutives, à la fois dans la vie avec ces maladies et dans le soin de ces maladies. Le corps, tout d'abord. Vivre avec une maladie neurologique évolutive, c'est parfois vivre avec des tremblements, des raideurs musculaires, des mouvements incontrôlés, des douleurs, des vertiges, des faiblesses. C'est pas seulement trembler quand on a la maladie de Parkinson, c'est aussi ne plus pouvoir se servir d'une main pour écrire, pour manger, pour se brosser les dents. C'est vivre avec des difficultés pour se déplacer, pour se tenir debout, pour monter des escaliers, avec un risque de chute. C'est vivre dans beaucoup de ces maladies avec des moments de fatigue, voire d'épuisement, avec un besoin de se reposer physiquement pour reprendre des forces. C'est vivre avec des besoins physiologiques plus fréquents. C'est vivre avec des traitements qui ont des effets secondaires. Prendre soin des personnes qui vivent avec une maladie neurologique évolutive, c'est aussi impliquer le corps. Cela peut être lever, laver, mobiliser, changer, habiller, soutenir. C'est aussi ressentir des moments de fatigue, d'épuisement physique. Et le soin de ces maladies, c'est bien souvent, et je pense que notamment les proches et les aides-soignantes qui sont dans cette salle le savent, c'est souvent un corps à corps. Florence Brault a admirablement montré que tout ce travail du corps, tout ce soin du corps au double sens
d'un soin adressé au corps et réalisé par un corps, c'est aussi en même temps un travail d'une psyché vers une psyché, mais pour autant, cette dimension corporelle, elle est centrale dans le soin du corps. Le temps ensuite, vivre avec une maladie neuroévolutive, c'est vivre avec des symptômes, avec des manifestations de la maladie dont la temporalité est parfois déroutante, avec des phases off, quand le traitement ne fait plus d'effet, avec des phases on, avec des bons jours et des mauvais jours, avec des phases de stabilisation, avec des périodes d'aggravation. Et puis surtout, le phénomène massif, les maladies neuroévolutives obligent à ralentir. Les personnes ont besoin de plus de temps pour presque tout, pour exprimer leurs pensées, pour comprendre les informations qu'on leur donne, pour se déplacer, pour payer à la caisse du supermarché, pour tirer un caddie, pour porter un sac, pour s'habiller, pour manger, pour se faire à manger, pour lire, pour choisir ce qu'elles veulent acheter. C'est particulièrement remarquable dans une société comme la nôtre, caractérisée par la vitesse, par l'accélération, par une certaine impatience, par un culte de l'immédiateté. Et prendre soin de personnes qui vivent avec une maladie neuroévolutive comme proches ou comme professionnels, cela, c'est aussi être confronté à des tâches et des questions répétitives, parfois, notamment dans la maladie d'Alzheimer, dans cette temporalité qui prend une forme de circularité. Quand vous êtes confronté à quelqu'un qui, en raison des troubles de la mémoire des faits récents, ne se souvient plus de la réponse que vous avez donnée à sa question, il y a quelques minutes, qui ne se souvient parfois même plus vous avoir posé la question qu'il vous repose, qui n'en a aucune trace mnésique, cette dimension répétitive des questions et des situations me semble très importante dans la vie des aidants. Les émotions, enfin, elles sont omniprésentes dans les maladies neuroévolutives, et d'abord chez les malades. Vous le voyez dans les films qui prennent leur perspective, dans Still Alice, dans The Father, dans Mon Vieux, hier, dans Parkinson Melody, dans les livres, dans Trembler de Catherine Laborde, dans Vivre encore de Pierre de Cabissol. C'est quoi ces émotions ? C'est des doutes, des inquiétudes, de la frustration, de la colère, de la détresse par rapport à la perte des repères, de ne plus être capable de faire certaines choses, de ne pas être compris dans ses besoins, dans ses difficultés, de ne pas être reconnu dans ses capacités et ses ressources. Et puis c'est aussi des moments, on l'a vu aussi hier dans le film, des moments de joie, de bonheur intense, d'un échange, d'une rencontre, d'une discussion. Et ce sont des émotions morales aussi parfois. Les personnes malades peuvent ressentir une culpabilité par rapport à l'aide dont elles ont besoin, à l'aide qu'on leur apporte. Les émotions aussi chez les proches, bien sûr, vous le voyez dans tous les livres qui ont été écrits. Mes favoris, Pierre Pacher, Resvani, Michel Malherbe, toute l'inquiétude qui, à côté de la réflexion, en même temps que la réflexion se déploie, ces émotions, l'inquiétude par rapport à un proche qui est laissé à domicile pendant quelques heures, la culpabilité par rapport aux proches qu'on a été contraint de placer en établissement, le trouble par rapport à un conjoint ou une conjointe qui paraît avoir perdu la mémoire de toute une vie passée ensemble, la colère par rapport à un malade qui fait des bêtises et la culpabilité ensuite de s'être énervé vis-à-vis de lui, les conflits de loyauté parfois des aidants. Est-ce que je privilégie mon père qui a Alzheimer ou ma mère qui est atteinte d'un cancer ? Ces émotions morales aussi sont très présentes. Chez les professionnels, enfin, moments de tristesse, moments de joie, moments d'abattement, moments de colère, sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à une maladie qui est dite dégénérative ? Et le trouble du soin, parfois, quand vous êtes amené, comme l'a dit une sociologue, à être présent auprès des absents ou de ceux qui semblent s'être absentés d'eux-mêmes. Quand on prend conscience de cette omniprésence du temps, du corps et des émotions dans la vie avec la maladie neuroévolutive ou dans le soin de ces maladies, ce qui est étonnant, ce n'est plus le titre de notre université d'automne. Ce qui devient surprenant, c'est au contraire l'absence du temps, du corps et des émotions dans les représentations et les discours ordinaires de ces maladies. Par conséquent, le diagnostic que nous devons faire, c'est celui d'une invisibilisation du temps, du corps et des émotions par l'approche biomédicale, par l'approche standard de ces maladies. Tout se passe comme si dans ces représentations, tout ce qui relevait du temps, du corps et des émotions était masqué, minoré, ignoré, occulté. Curieusement, on observe le même phénomène en matière d'éthique. L'éthique est souvent décrite comme un moment de réflexion, de délibération, impliquant un échange d'arguments. Autrement dit, pas comme quelque chose qui mobilise le corps et les émotions, mais comme quelque chose qui mobilise d'abord la capacité de réflexion et la rationalité.
Or, avant d'être un questionnement, l'éthique est un engagement, c'est-à-dire des conduites, des pratiques sous-tendues, irriguées par des valeurs, par ce à quoi nous sommes attachés. L'éthique, c'est d'abord un soin et un souci. Ce sont des choses auxquelles nous tenons, que nous essayons de protéger, de préserver, de promouvoir. Ce sont des choses dont nous nous soucions et les choses dont nous prenons soin. Par contre, et comme engagement, l'éthique, elle a de manière évidente rapport au temps, au corps, aux émotions. Elle n'existe que parce que nous sommes attachés à des choses, parce que certaines choses nous tiennent à cœur, comme dit Harmel, parce que elle n'existe pas indépendamment d'un faire, d'un agir, de pratiques concrètes, quotidiennes, prosaïques, corporelles, répétées. C'est le soin que l'on prodigue tous les jours. C'est l'attention ininterrompue, c'est la sollicitude régulière, la main que l'on tient, le bras que l'on prend, la patience dont on fait preuve, la régularité à laquelle on s'efforce. Par conséquent, de même que le corps, le temps, les émotions ont été invisibilisés du discours mainstream sur les maladies neuroévolutives, ces trois dimensions, elles ont été invisibilisées des conceptions ordinaires, standards de l'éthique. Donc, encore une fois, ce qui devrait nous étonner, ce n'est pas le titre de notre université, c'est au contraire cette double invisibilisation du temps, du corps et des émotions dans notre approche standard des maladies neuroévolutives et dans notre approche courante de l'éthique. Cette invisibilisation, cette occultation, elle a, me semble-t-il, des conséquences très dommageables, très délétères, à la fois pour l'approche de ces maladies et pour l'éthique de ces maladies. Compte tenu, si le temps, le corps et les émotions, ils sont si centraux dans ce que c'est que vivre avec ces maladies et dans le soin de ces maladies, si on invisibilise cette dimension, on s'empêche de comprendre, d'une part, ce que vivent les personnes malades et les personnes qui prennent soin d'elles, et on s'empêche de comprendre leurs besoins, on s'empêche tout simplement de comprendre comment on peut concrètement les aider. D'autre part, si l'éthique, c'est d'abord un engagement, un soin et un souci, invisibiliser dans l'éthique le corps, le temps, les émotions, c'est prendre le risque d'une éthique abstraite, déconnectée de ce que vivent concrètement les personnes. C'est prendre le risque d'une éthique qui ne reconnaît pas l'engagement des acteurs du soin, que ce soit les proches aidants ou les professionnels. C'est prendre le risque d'une éthique qui est aveugle à leur questionnement, qui ne reconnaît pas toute la valeur du travail du care, du travail du soin, de ce corps à corps quotidien, répétitif, réalisé par les proches ou les professionnels. Et ce travail du soin, à mon avis, réalisé par les personnes malades elles-mêmes. Par conséquent, ce sera la conclusion du premier temps de mon exposé, il y en aura deux. C'est que si nous voulons promouvoir une éthique des maladies neuroévolutives, si nous voulons que l'approche de ces maladies soit plus éthique, il me semble que la première chose à faire, et ce de toute urgence, séance tenante, c'est de réhabiliter la dimension du temps, du corps, des émotions dans l'approche de ces maladies. C'est lutter contre leur invisibilisation et leur occultation, c'est montrer à quel point ils sont importants dans la vie et dans le soin de ces maladies. On peut s'inspirer de trois choses, ça peut avoir trois traductions concrètes. D'abord, comme nous y invitent à la fois les éthiques du care et les philosophies du soin, ça devrait nous conduire à reconnaître et à souligner la valeur éthique considérable de ce travail du care, de ce travail du soin, de ce travail de la dépendance, de ces gestes répétitifs, de ces actes physiques, levés, habillés, mentaux, vigilance, qu'accomplissent tous les jours, plusieurs fois par jour, des aidantes et des aidants. Ça devrait aussi nous conduire, me semble-t-il, à reconsidérer la façon dont nous décrivons les besoins des personnes malades. Tom Kitwood, un psychologue britannique, a dans ses ouvrages souligné que les besoins des personnes avec des troubles cognitifs, ce sont les mêmes que celles de tout être humain. Il a souligné que ces personnes avaient un besoin de confort, d'occupation, d'attachement, d'appartenance, d'identité, et il résumait ça en un besoin d'amour. Ça peut paraître naïf, ça peut paraître New Age, ça peut paraître peu professionnel, et pourtant, qui de nous peut survivre si ces 5 besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits? Pourquoi les personnes vivant avec une maladie neuroévolutive y parviendraient-elles? Et puis, pour finir ce premier point, si le temps est si central dans le soin de ces maladies,
la première chose dont ont besoin les personnes malades, les aidants, les professionnels, c'est de temps. Et là, les conditions de travail actuelles de beaucoup de professionnels de santé et du médico-social, avec un temps insuffisant qui est alloué à la prise en charge, je pense que c'est aussi notre rôle de souligner que ça occasionne une souffrance éthique très importante, un malaise éthique très important, de ne pas avoir les conditions matérielles, organisationnelles, financières pour prodiguer le soin humain que l'on considère devoir prodiguer. Donc la première urgence, me semble-t-il, c'est de réhabiliter ces trois dimensions, c'est de remettre au cœur le temps, le corps, les émotions, ces trois dimensions qui ont été invisibilisées. Et pourtant, l'idée que je voudrais défendre dans la seconde partie de mon exposé, l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, c'est que ces trois dimensions n'ont pas seulement été occultées ou invisibilisées, mais qu'elles ont été aussi dévoyées, qu'elles ont fait l'objet de réduction, d'objectivation et de pathologisation. Autrement dit, je pense que l'enjeu pour nous n'est pas seulement de réhabiliter, de redonner une place au temps, au corps et aux émotions, mais de les repenser, de mieux les concevoir, de leur redonner toute leur richesse, tout leur sens, toute leur épaisseur, et en un sens, tout leur mystère. Quand on y regarde de près, je commence par les émotions, quand on y regarde de près, les émotions ne sont pas totalement absentes de l'approche biomédicale des maladies. Elles y sont présentes même de façon massive, mais elles sont analysées à partir d'un prisme très particulier, qui est celui, que vous le connaissez, des troubles de l'humeur et du comportement, des troubles psychocomportementaux des démences, qu'en anglais on appelle Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, avec un acronyme PPSD. Autrement dit, les émotions, elles sont présentes dans le discours biomédical de ces maladies, mais elles sont présentes sous forme de symptômes, avec des termes très respectueux, déambulation, agressivité, les crieurs, les fugueurs, les opposants, l'irritabilité, l'apathie, la désinhibition, les comportements de recherche d'attention, le syndrome de coucher du soleil. Cette façon de nommer les choses me paraît problématique, et un certain nombre d'associations, et notamment Dementia Alliance International, c'est un mouvement international de personnes avec une maladie d'Alzheimer notamment, s'opposent, ou en tout cas nous invitent à regarder avec beaucoup de prudence l'usage automatique de ce terme. Dans beaucoup de situations, la manifestation de ces émotions n'est pas seulement un signe ou un symptôme de la démence, c'est bien souvent, montrent ces personnes, des réactions parfaitement humaines, parfaitement normales à un certain nombre de situations qui leur posent des difficultés. Il y a des manifestations d'émotions, par exemple lorsque les personnes ont un inconfort physique, de la douleur, de la constipation, de la fatigue, de la faim, de la soif, les effets secondaires des médicaments, et qu'elles ont des difficultés à exprimer la douleur ou l'inconfort qu'elles ressentent, à se faire comprendre, et du coup à ce qu'on puisse soulager cet inconfort. Ça peut être un inconfort psychique, de la peur, de la confusion, de la frustration, de l'ennui, un sentiment de solitude, un sentiment de honte. Ça peut être un inconfort social, être forcé de vivre avec d'autres personnes, d'être en contact étroit et quotidien avec eux. Ça peut être le fait d'être exposé à un environnement inadapté, trop de bruit, trop de lumière ou pas assez, trop chaud, trop froid, être dans un petit espace. Ça peut être un inconfort existentiel, ne plus se sentir capable de faire certaines choses, ne pas être compris dans ses besoins, ne pas être reconnu dans ses capacités. Autrement dit, soyons extrêmement vigilants à ne pas pathologiser systématiquement l'expression affective ou l'expression émotive de ces malades. Un besoin de marcher ne signifie pas nécessairement qu'on puisse parler de déambulation. Vouloir que quelqu'un prête attention à vous ne signifie pas nécessairement que vous êtes un crieur. Le fait que, en fin de journée, vous avez vu beaucoup de monde, il y a du bruit, il y a du monde autour de vous, vous ayez des difficultés, c'est pas forcément un syndrome de coucher du soleil. Une vieille dame chez elle qui sort moins que d'habitude,
ce n'est pas nécessairement de l'apathie, peut-être ne veut-elle plus sortir ou moins souvent parce que sortir de chez elle, c'est devenu pour elle extrêmement compliqué, extrêmement angoissant. S'agacer parce que des gens vous disent que vous êtes à quelque part, vous ne comprenez pas où vous êtes et que vous voulez partir et qu'ils vous retiennent. Est-ce que c'est de l'agressivité? Est-ce que vous-même, dans cette situation, vous réagiriez comment? Autrement dit, ce paradigme-là des troubles psychocomportementaux des démences, bien sûr, il permet de comprendre certains phénomènes, mais il me semble que dans beaucoup de situations, il a pour effet d'entraîner une surmédicalisation de ces situations. Il aboutit à un soin de mauvaise qualité, il aboutit à des restrictions de liberté, il aboutit à des prescriptions de médicaments en première ligne avant d'avoir testé d'autres approches, d'avoir essayé de comprendre les besoins non satisfaits. Il renforce la stigmatisation de ces pathologies et, disons-le, il aboutit à des négations ou à des atteintes importantes aux droits humains. S'agissant du temps maintenant, le temps lui-même n'est pas absent des discours ou des représentations ordinaires des maladies neuroévolutives, il n'est pas absent de l'approche standard, mais la conception du temps que nous avons dans ces maladies est elle aussi très particulière. Le temps dans les maladies neuroévolutives, dans la vision standard de ces maladies, il a deux caractères. C'est un temps unique et un temps continu. C'est le temps qu'on voit quand on parle des phases ou des stades de la maladie. C'est le temps qu'on voit quand on parle de parcours, quand on met en place des protocoles. C'est le temps dans les institutions de soins, dans les institutions d'hébergement. C'est le temps quand on vous incite à anticiper, à faire un projet de vie, à rédiger des directives anticipées. Dans ces conceptions du temps, le temps est à la fois unique et continu. Il y a quelques années, à cette tribune, Léo Coutélec citait le philosophe Gaston Bachelard, qui dans les années 30 écrivait « Est-il vrai qu'il n'y a qu'un seul temps unique, un même temps pour tous et pour tout? Est-il vrai que ce temps soit unique, soit continu ?» Pour Bachelard, c'était une erreur de totaliser le phénomène temporel, de concevoir le temps comme unique et comme continu. Autrement dit, Léo nous avait montré que Bachelard défendait une philosophie du pluralisme temporel et qu'il affirmait une prédominance de l'instant sur la durée. Je crois qu'on a intérêt à se souvenir, et Léo nous y invitait, à se souvenir de ces éléments, d'une part, à briser la continuité temporelle et à reconnaître que ces maladies brisent la continuité temporelle. On n'est pas dans ces maladies dans un temps mesuré, linéaire, capturable, facilement capturable dans des trajectoires et des parcours, dans un temps de la continuité ou de la durée avec des cadences répétitives, avec des successions régulières et ordonnées. Vous tous qui vivez auprès de personnes ou avec une maladie neuroévolutive, vous savez qu'on n'est pas face à une succession d'étapes normées que l'on peut condenser au sein d'un parcours avec des phases successives qui s'enchaînent et des étapes programmées. Vous savez que la temporalité de ces maladies, elle est émaillée de crises, d'imprévus, de temps successifs, de présence successive, d'une temporalité qui n'est pas linéaire, avec des pauses, des crises, des repos, et qu'il est sans doute, pour bien vivre avec ces maladies, important de savoir laisser une place à l'imprévu, à ce que Léo appelait aux bifurcations. Bien sûr, on a besoin de continuité pour essayer de connaître et d'agir sur ces maladies, mais il est fondamental aussi de permettre des brèches, des hésitations, des silences, des chemins de traverse. D'autre part, il faut reconnaître, je crois, la pluralité des temporalités. Et ça, il y a un très beau texte d'Armel Debru que vous venez d'entendre et de Virginie Ponel qui a été écrit il y a quelques années, qui s'appelle « La discordance des temps » et dont je voudrais vous lire un extrait. C'est le début de l'article. « Sa montre, répète-t-il, n'est pas à la bonne heure. Le temps qu'elle indique est erroné. Ce n'est pas le vrai temps. C'est pourtant l'heure juste pour les autres. Celui qui scande notre journée, nos activités. Pour nous, midi et midi, 3h30, c'est 3h30. Pourquoi ne l'intègre-t-il plus, notre malade? Pourquoi faut-il le lui rappeler? Lui rappeler aussi que c'est le moment de s'habiller, de sortir, de manger, de dormir. Il conteste, souvent, on argumente, usure.
Quel est son temps à lui qui échappe à notre mesure? Plusieurs fois par jour, ce décalage nous heurte. D'un autre côté, notre temps le dérange fortement quand on arrive un peu plus tard, ou plutôt que d'habitude, cela l'irrite, le déstabilise. Je trouve que cette discordance des temps, pour penser ce que c'est que vivre avec ces maladies, c'est un élément absolument fondamental à mettre en évidence. La deuxième chose, quand on parle de diversité ou de pluralité des temporalités, elle est interne à notre vie même. Vous savez bien, si vous essayez de penser à votre vie aujourd'hui, que il y a un fil de votre vie qui est votre vie, mettons votre vie professionnelle, il y a votre vie familiale, il y a peut-être votre vie amoureuse, il y a votre vie individuelle. Est-ce que la temporalité de toutes ces vies, elle est superposable? Est-ce que tous ces fils de vos vies, vous pouvez les réunir en un seul fil? Léo Koutelek avait insisté sur l'importance de distinguer ces temps et de reconnaître et de laisser cette pluralité des temporalités. Pourquoi, quand on a une maladie neuroévolutive, la temporalité de la maladie deviendrait le principal fil de votre vie? Ce n'est pas du tout sûr, ça devient un des fils, votre vie avec la maladie devient un des fils. Il n'est pas du tout certain que pour toutes les personnes, pour certaines peut-être, ça devienne le fil principal, ça devienne ce qui est central dans la vie des personnes. J'ajoute que nous savons tous que nous avons aussi à certains moments besoin de nous défaire du temps des autres, du temps des choses, du temps de la vie, d'être dans notre propre temps. Et que ça aussi, il faut nous en souvenir quand nous bâtissons des parcours, des trajectoires, quand nous prévoyons des dispositifs, quand nous organisons des rythmes dans des institutions ou des organisations. Donc on a besoin d'un cadre temporel, me semble-t-il, qui laisse ouverte des discontinuités qui n'empêchent pas la composition de plusieurs rythmes. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver vers une temporalité harmonieuse, et le but n'est pas de les unifier, mais de résister à la tendance vers une standardisation ou une normalisation de nos temps et de nos rythmes. Et ça suppose notamment de résister à ce diktat de l'accélération, de l'urgence et d'une norme temporelle qui s'impose à tous. Je finis avec le corps. Je finis avec cette dimension du corps. Et comme pour le temps et les émotions, le corps, il est présent, bien sûr, dans les approches ordinaires, mainstream des maladies neuroévolutives. Il n'est pas absent, notamment dans la description des signes et des symptômes. Le corps est palpé, percuté, senti, touché, examiné, visualisé par IRM, par d'autres techniques d'imagerie, analysé par des prélèvements biologiques. Mais ici, vous voyez bien que le corps dont on parle, le corps qu'on considère, c'est un corps objet dont on analyse les fonctionnements ou les dysfonctionnements. C'est un cerveau dont on analyse les connexions ou les pertes de connexion. Ce sont des zones du cerveau. Autrement dit, ce qui nous intéresse là, c'est un corps matériel, c'est un corps objet. Or, les phénoménologues nous l'ont montré, notre corps, c'est toujours l'incarnation d'une personne. Le corps, c'est aussi notre corps propre, un corps qui n'existe que pour une conscience, autrement dit, qui n'est pas qu'un objet matériel, et qui est aussi l'objet que nous sommes. Autrement dit, notre corps, c'est à la fois un corps sujet et un corps objet, un corps que l'on a et un corps que l'on est. Chacun de nous est à la fois un corps physique qui se trouve dans le monde et un corps psychique qui renvoie au-dedans de notre être. Autrement dit, nous autres, êtres humains, nous sommes des personnes incarnées. Nous avons avec notre corps une relation à la fois instrumentale et constitutive. Pierre Lecause a cité tout à l'heure Paul Valéry, je voulais le citer moi aussi. Paul Valéry écrit dans Tel quel la chose suivante. Quand on considère sa main sur la table, il en résulte toujours une stupeur philosophique. Je suis dans cette main et je n'y suis pas. Elle est moi et non moi. En effet, cette présence exige une contradiction. Mon corps est contradiction. Il inspire, il impose contradiction. Et c'est cette propriété qui serait fondamentale dans une théorie de l'être vivant si on savait l'exprimer en termes précis. L'expérience de la maladie, et singulièrement l'expérience d'une maladie neurologique évolutive, c'est précisément une expérience subjective qu'un individu fait d'abord dans son corps et qui nous rappelle à notre être charnel. En l'absence de douleur, mon corps n'est pas pour moi un instrument.
Michela Marzano dit que mon corps, en l'absence de douleur, quand je ne souffre pas, quand je ne suis pas malade, mon corps, c'est l'immédiateté médiatrice de mon être. Je donne un exemple. Lorsque j'écris avec ma main, je n'use pas de ma main comme d'un instrument, mais je suis, à travers ma main, celui qui assiste au devenir de ma pensée, qui s'affirme en signe d'écriture. Dans la douleur, c'est totalement différent. Dans la douleur, ma main me possède, ma main m'accable, elle s'impose à moi. Je suis face à une partie de mon corps, non pas comme un observateur, mais sans défense à l'égard de la région douloureuse. Autrement dit, le corps qu'on découvre dans la maladie, il se révèle différent de celui qu'on pensait connaître. Ce n'est plus le compagnon discret qui nous accompagne, c'est une réalité qui s'impose. Proust écrit du côté de Guermantes, « C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être d'un règne différent, dont les abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de se faire comprendre, notre corps. » Comme si dans la maladie, on avait cloué le corps sur la personne. La maladie réhabilite donc l'exigence d'un rapport étroit à notre corps, car nous ne pouvons plus avoir l'illusion que nous pouvons vivre indépendamment de lui. Autrement dit, je fais l'expérience dans la maladie que mon corps et ce par quoi j'existe, c'est ici poussé à l'extrême. Et je fais également ici l'expérience de l'impuissance. Je comprends que je n'ai pas la possibilité de faire tout ce que je souhaiterais faire, car mon corps, c'est moi-même. Autrement dit, on peut chercher à s'éloigner de son corps, mais il existe entre chacun d'entre nous et son corps une relation étroite. Michela Marzano dit que nous sommes notre corps tout en l'ayant. Dans la maladie, nous revivons et dans la maladie neuroévolutive en particulier, nous revivons cette ambivalence du corps que nous connaissons tous, à la fois proche et lointain, à la fois ce qui m'est le plus intime et ce qui constitue pour moi l'altérité la plus radicale. C'est particulièrement difficile à vivre, je crois, aujourd'hui, où nous sommes dans une société où le corps doit être contrôlé, obéir à des normes, où il est acceptable dans la mesure où il se fait discret, où il est contrôlé, maîtrisé, domestiqué, et où on rêve de se libérer de sa matérialité. Exhiber un corps maîtrisé, dit Marzano, ça semble la preuve la plus évidente de la capacité d'un individu à assurer un contrôle sur sa propre vie. Dans ces maladies qui rappellent le poids du corps, elles sont particulièrement difficiles à vivre. Elles ont évidemment un rôle particulier dans notre société. Donc, je ne vais pas développer ici ce point, mais il me semble quand même que c'est un point de jonction et que ça pourrait nous aider à arrêter de parler de eux et de nous les bien portants et de eux les malades. Je trouve que dans cette expérience de ce rapport au corps, nous sommes toutes et tous égaux. Bien sûr, il y a quelque chose qui s'intensifie dans la maladie, mais je trouve que là, on a une expérience partagée avec eux, notamment quand nous vivons la fatigue ou quand nous vivons de la douleur. Nous l'expérimentons tous. Je pense que pour se représenter ce que c'est que vivre avec une maladie neuroévolutive, il faut approfondir ce que nous vivons nous-mêmes quand nous sommes très fatigués ou très épuisés ou lorsque nous éprouvons une douleur. Il y a dans le rapport au corps qui est le nôtre ici quelque chose qui, à mon avis, fait continuité avec l'expérience dans la maladie et la maladie évolutive. Je vois Federico qui s'approche, donc je conclus. Notre véritable étonnement, ce qui devrait nous étonner, puisque le temps, le corps et les émotions sont aussi omniprésents dans les maladies neuroévolutives, ce qui devrait nous étonner, c'est qu'elles soient à ce point invisibilisées des discours et des représentations ordinaires de la maladie. Mais c'est aussi qu'on leur fait subir un traitement particulier, qu'il y a des émotions, mais qu'elles sont pathologisées, qu'il y a du temps, mais qu'il est standardisé, qu'il y a du corps, mais qu'il est objectivé. Et donc, nous devons non seulement redonner toute leur place à ces dimensions, mais surtout leur restaurer leur épaisseur, leur restaurer leur mystère peut-être, ou en tout cas leur grandeur. Et pour les éthiciens que nous sommes, ça veut aussi dire sans doute que nous devrions apprendre à faire de l'éthique autrement, et que s'il y a une dimension réflexive, rationnelle de l'éthique, on a quelque chose à apprendre du corps et des émotions, et qu'on a sans doute aussi à réhabiliter ces dimensions dans notre pratique de l'éthique, si celle-ci est d'abord un soin et un souci. Merci à tous.
Merci, merci beaucoup Fabrice pour cette première grande conférence. Pierre Lecause donnait le ton tout à l'heure. Tu en donnes toi aujourd'hui la coloration avec toutes ces nuances.